Retrouvez dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche vendredi 4 avril 2025 avec Sarah Jolien Fardel, journaliste et autrice d'un premier roman remarqué en 2022, sa préférée. Elle y présentait ce jour-là son deuxième livre, La Longe, publié chez Sabine Vespizer. Bonne écoute. Merci beaucoup d'être là ce soir. Merci à vous, Sarah Jolien Fardel, de nous faire le plaisir de venir juste de votre Suisse lointaine, du Valais. Non, merci de l'invitation. Le Valais ou valaisan, c'est l'adjectif. Valaisan. Ouais. Voilà. On va parler ce soir de La Longe, votre deuxième roman. Je vais faire un petit peu, finalement, comme les journalistes font aussi, après sa préférée, où vous nous faisiez rentrer dans la tête d'une jeune femme qui avait été maltraitée par son père, avec cette façon d'aller vraiment au bout, de pousser au bout de l'histoire de ces personnages qui sont au bord de sombrer, qui parfois sombrent mais se relèvent ou parfois se relèvent pas. Sa préférée, c'était un livre dur et en même temps salutaire. Moi, j'ai trouvé que La Longe aussi, c'était un livre souvent dur et salutaire aussi. Mais je suis très admiratif, moi, de vos deux romans, parce que, en fait, vous êtes sur une crête en permanence. C'est des livres qui sont très durs à réussir. C'est facile avec des... Alors, effectivement, c'est pas des livres de sujet, mais c'est très difficile de les rater. C'est très facile de les rater. C'est des livres très difficiles de réussir parce que vous avez cette façon de pousser les logiques des personnages vraiment jusqu'au bout. Donc, La Longe... parce qu'en fait, on en parlait juste avant de commencer, et elle n'est pas d'accord, donc on va peut-être commencer sur un désaccord. La Longe raconte l'histoire de Rose, qui va nous raconter à rebours tout le fil de sa vie. Elle a perdu depuis 3 ans sa fille, Anna. Sa fille Anna est morte 3 ans auparavant, et elle vit dans ces ténèbres-là, de ce deuil impossible à faire, impossible à réaliser. Et elle nous raconte son histoire depuis sa petite enfance. Donc on revient... Et donc, ce que me disait Sarah, c'est qu'elle n'avait pas conscience d'avoir écrit cette histoire-là, en fait. Oui, bonsoir et merci Nicolas. En fait, je me suis pas... la première journaliste qui m'a questionnée était, le sujet de sa préférée était les violences intrafamiliales, etc. Et celui-là, le sujet, c'est la mort d'un enfant. Et je tombe des nues. Parce que déjà, je suis journaliste et voilà, quand on est journaliste, un bon sujet peut suffire à écrire un article. Donc le sujet compte, la plume, bien sûr, on est des journalistes, il y en a qui ont plus ou moins une plume ou une patte, mais quand même un bon sujet, c'est déjà pas mal. Tandis que, en tout cas pour moi, après moi j'écris les livres que je peux. Bien sûr, j'aimerais écrire d'autres choses et autrement, mais ma foi, on écrit ce qu'on peut et parfois les livres naissent au moment où on les écrit, malgré les idées qu'on avait avant. Et pour moi, en fait, il n'y a pas de sujet précis, il y en a plusieurs et j'avais pas réalisé, parce que c'était hyper abrupt de me dire le sujet c'est la mort d'un enfant. Alors je comprends bien que si on présente le livre comme ça, et je comprends qu'on le reçoive comme ça, mais moi c'était pas le sujet, quoi. C'était vraiment ce que vous avez dit, les ténèbres, s'en sortir, pas s'en sortir, enfin voilà, c'est plutôt ce type de vie de livre qui m'intéresse d'écrire. Alors le livre s'ouvre presque avec une phrase que j'ai notée ce coup-ci, parce que des fois j'oublie de les noter. Avant de dire la phrase, on va continuer sur le cadre. Le cadre, il se pose. Rose nous raconte ce deuil qu'elle a entamé depuis 3 ans. Alors il y a une partie des paragraphes qui sont en italique, et puis une autre partie. Alors quasiment tout le livre est à la première personne, donc on est dans le monologue intérieur de Rose.
Et les choses vont s'articuler comme ça, donc sur cette espèce de grand flashback où on sait en fait dès le premier chapitre que elle est dans un chalet attachée avec la longe et retenue prisonnière dans ce chalet. On ne comprendra pourquoi elle est attachée dans ce chalet que dans la troisième partie, dans les dernières pages du livre. Et on comprendra comment tout ça s'est articulé. On va le détailler un peu plus avant. Et dès le début, donc, je ne vais pas la lire en latin parce que je ne lis pas bien le latin, mais tu es d'une espèce qui aime la lumière et qui déteste la nuit et les ténèbres. Cette phrase-là, qui est une phrase d'Horace, un vers du poète Horace, elle est écrite sur les poutres du café-restaurant dans lequel la grand-mère et le père de Rose travaillent depuis des années. Et qui est un des lieux centraux de tout le roman. Donc voilà, en fait, on est vraiment dans cette question du passage des ténèbres à la lumière et du deuil, mais ça, on reviendra après. La question, pour qu'on cale bien les choses, c'est en fait de quoi vous êtes parti au départ. Puisque vous n'êtes pas parti du sujet, vous êtes parti d'une image, vous êtes parti du premier chapitre. En fait, je le dis vite fait, comme ça, les choses sont posées, mais je ne vais pas m'étaler. En fait, après sa préférée, j'ai écrit un autre livre que mon éditrice n'a pas publié, pas comme ça. Donc j'ai rendu le 6 ou le 7 février 2024 un texte que j'avais en tête depuis très très longtemps, depuis avant sa préférée. Mais je voulais pas que ce soit... Enfin voilà, bref, pour plein de raisons, c'était un texte qui était difficile à écrire, donc je l'ai écrit en entier, il est terminé, il a un titre, voilà, etc. Et elle décide de pas le publier pour plein de raisons, avec des raisons avec que j'accepte et que je suis... Enfin, c'est même pas que j'accepte, je suis 100% d'accord. Enfin, ça a été 13 mois très, très difficiles pour moi. Et je me suis entêtée, j'ai voulu aller jusqu'au bout. Mais il n'empêche que j'ai appris plein de choses. Notamment qu'en fait, ce deuxième texte c'est beaucoup de sujets, c'est plusieurs sujets, mais c'est vraiment des sujets, c'est pas des personnages. Et en fait, moi, j'arrive pas à écrire à partir de sujets, en tout cas pas de la littérature. Bon. Donc, à nouveau, et ce qui était le cas pour sa préférée, et là, j'ai vraiment pu faire l'expérience. En fait, ces 13 mois d'écriture, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses, et j'ai continué le 8, j'ai tout de suite entamé celui-là, parce que après avoir pleuré 6 ou 7 heures de suite, quand même, fallait bien, après 13 mois enfermée chez moi, je suis sortie et là, en fait, le couple, c'est vraiment le couple, c'est pas uniquement Rose. J'ai vraiment vu le couple. Mais vraiment comme des personnes, c'est même pas des personnages pour moi. Alors après, les traits, tout ça, je m'en fiche un peu. C'est surtout les tempéraments. Et puis, tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et il y avait cette histoire de longe, mais je pensais qu'il y avait une autre personne qu'ils allaient attacher. C'était ça mon point de départ. Mais pendant 4-5 jours, en fait, j'ai écrit comme ça. Et ensuite, le week-end, ça continuait. Alors que j'écris pas au début, moi j'écris pas les week-ends, j'ai une vie de famille très intense et du coup j'aime bien passer du temps avec les miens. Et le lundi j'ai tout effacé et j'ai écrit le premier chapitre, enfin le prologue, mais comme ça quoi. Et après les choses s'écrivent en écrivant, mais c'est vraiment, mais comme ça préféré en fait, c'est comme ça que j'aime travailler, c'est parti vraiment des personnages. Ouais. Donc je savais pas qu'il allait avoir un enfant mort. Je veux dire, au moment où j'écris, je sais qu'il y a un drame qui s'est passé. Quand j'ai écrit le 8, enfin, si vous voulez, tout de suite après, mais quand j'ai recommencé le lundi matin, que j'ai tout effacé, je suis repartie avec ce début. À ce moment-là, pendant cette moins d'une semaine, j'avais décidé qu'effectivement, il y avait un enfant qui allait mourir. Mais par exemple, le fait que la mère aussi, qu'il se passe quelque chose avec la mère, ça, je ne le sais pas du tout. Il y a plein de choses que je connais... qui se passe au fur et à mesure. Mais c'est parti des personnages. Des personnages, ouais. Parce que ce qui est très, très bien réalisé dans le roman, moi je l'ai lu effectivement aussi, et surtout comme une généalogie de femmes, ce livre. Il y a des grands-mères à Rose, et puis la mère de Rose,
Rose et sa fille Anna. Et Rose, elle est vraiment plongée, elle est coincée entre ces généalogies de femmes, entre les deux grands-mères. Alors pour faire le truc, il y a les deux grands-mères qui sont des grands-mères assez typologiques, mais très différentes l'une de l'autre. Hein. Donc celle qui tient le bar-restaurant dans la montagne et qui est... alors ça, du coup, en trouvant le ver d'Horace, j'ai trouvé le bistrot. Le bistrot. C'est une histoire merveilleuse, ça. Vous allez nous la raconter, ça. Ensuite, une autre qui est plus dans la plaine et plus une vie de bourgeoise et qui cherche son indépendance un peu différemment. Et puis, la mère de Rose, le prénom m'échappe... Marie, qui elle est elle aussi une femme plongée dans les ténèbres et qui va le soir après la communion de Rose va dévisser et va se jeter dans la falaise. Et ça, cette cicatrice-là va faire que Rose sera sans cesse coincée entre une mère absente et une mère qu'elle est devenue forcément. Voilà, elle n'est plus mère en fait. Ça s'articule. Donc ça, c'est un processus qui vient après, qui vient au cours de l'écriture. Oui, mais en même temps, je réfléchis pas. C'est comme je vous disais là tout à l'heure. En fait, déjà moi j'ai un point de fuite. Je sais, vraiment, je vois, je ressens le tempérament de Rose dès le départ, et je sais que voilà qu'elle a tellement de lumière que ça va aller, qu'elle s'en sortira. Ce qui m'embête beaucoup en tant que lectrice, parce que moi j'ai horreur enfin j'aime bien quand ça se termine plutôt pas bien, quoi. Pas dans la vraie vie, mais et donc du coup tout le long ça m'embête parce que je veux pas voilà, mais après du coup j'ai un peu transposé en me disant en fait dans la vraie vie voilà, les choses sont plutôt ouvertes et elle s'en sort, mais elle a toujours des cicatrices, etc. Ouais. Donc moi je sais vraiment juste ça, puis après j'ai vraiment des angles morts tout le temps quand j'écris. Et je pense que je suis obligée maintenant après voilà, j'ai écrit d'autres livres avant que je les ai tous brûlés en octobre 2021. Avant la parution de sa préférée, je les ai tous soit jetés, soit brûlés, ou vidé la corbeille dans l'ordi. Non, mais voilà, j'ai vraiment fait table rase. Et du coup, j'ai quand même un petit peu d'expérience pour me rendre compte que voilà que je dis pas que c'est instinctif. Il y a quand même plein de choses qui sont réfléchies. Ouais. Et il y a des choix qui sont posés, mais la majorité des choses, vraiment, j'avance. Et heureusement, parce que sinon, il y a plein de choses que je ne ferais pas. Si je pensais aux gens, si je pensais aux lecteurs, si je pensais à ce que les gens, entre guillemets, c'est tout petit chez moi. Là d'où je viens, la Suisse romande, c'est Paris et sa banlieue, donc c'est vraiment petit. Si je pensais à tout ça, en fait, j'écrirais pas, ou il y a plein de choses que j'écrirais pas de cette manière-là. Donc, je suis un peu obligée d'avancer comme ça. Puis après, j'ai mes obsessions. Effectivement, moi, j'aime beaucoup les rapports avec les femmes. Les hommes sont des hommes... dans sa préférée aussi, il y a des hommes vraiment des hommes vraiment bienveillants, mais j'aime pas ce mot, mais enfin vraiment qui sont soutenants. Et puis j'ai toutes mes obsessions, le suicide, enfin voilà, des choses qui reviennent. Pour les hommes, moi, j'ai eu quand même ce sentiment que... les généalogies d'hommes à côté, elles fonctionnaient sur un autre plan. Oui. Il y avait vraiment deux plans séparés. Il y avait d'un côté vraiment les femmes... Mais je pense que c'est vraiment dû à ma génération. Ouais. C'est ma génération, enfin voilà, être née dans les années 70, en montagne, dans un canton patriarcal, plutôt à droite, catholique. Ça fait beaucoup, hein. Oui. Il y avait les mêmes dans le Gers. Oui, non, mais après, justement, c'est qu'on se retrouve, voilà, c'est universel, quoi, enfin, plus ou moins. Mais nous, par exemple, le droit de vote des femmes, c'est l'année de ma naissance, c'est 1971. Donc, voilà, on a quelques années de retard. Je pense que c'était très comme ça. Après, il y a aussi encore aujourd'hui d'autres cultures où il se passe beaucoup de choses avec les femmes, etc. Et puis, j'avais un peu peur que ça fasse cliché. Enfin, on pourrait imaginer, je veux dire, si on regarde de l'extérieur, de se dire, voilà, c'est des archétypes de grand-mère, de grand-père, etc. Mais en fait, c'était vraiment... c'était super courant d'avoir, par exemple, des femmes, où effectivement, c'était le patriarcat, mais des femmes, des matriarches qui menaient la barque, et tout ça. Mais enfin, il y en avait vraiment beaucoup, quoi. Alors, elles n'avaient pas le droit de décider de certaines choses, mais quand même, elles menaient la barque, et surtout celles qui étaient veuves. Parce que...
par exemple, alors j'en parle pas dans le livre, mais c'est vraiment, moi ça m'a toujours beaucoup travaillé cette question. Moi, mes parents sont de la fin des années 40. Eh bien, à l'époque, à partir de la moitié des années 50, les femmes ont commencé à vraiment avoir un travail. Je dis, il y en avait avant, hein, bien sûr, mais la majorité, on va dire, hein, en dehors des villes. Et sinon, en fait, les garçons pouvaient faire un métier, les filles, on leur faisait faire l'école ménagère. Oui. Je ne sais pas ce que c'était chez vous, enfin, on apprenait à coudre et à nettoyer et tout ça. Et ensuite, il fallait aller gagner sa vie, sauf, et ça vraiment, je tiens, là, le village d'où je viens, c'était 5000 habitants à peu près, c'est quand même un gros village, une grosse commune. Les femmes qui étaient veuves, en fait, elles faisaient tout pour que leur fille ait un métier. Donc il y avait vraiment quelque chose comme ça, quand l'homme n'était pas là, les femmes avaient un certain comportement avec les filles, elles pouvaient vraiment faire autre chose, quoi. Donc, et celle qui tient le bistrot, elle est veuve, c'est ça? Ouais, elle est veuve. Ça, c'est une histoire vraie, hein, du coup. Mais non, c'est pas vrai. Alors ça, justement, c'est pas vrai du tout, je sais. Enfin, voilà, je dois m'expliquer. Enfin, il y a quelqu'un qui m'embête un petit peu. En fait, c'est vraiment l'histoire, vraiment, ce qui s'est passé, c'est que moi j'invente, enfin voilà, ces personnages m'apparaissent, tout ça, et en plus je cherche une chapelle parce que je suis très intéressée par les questions religieuses, c'est pas vraiment le mot, spirituel et tout ça. Et j'adore les chapelles et je pense à une chapelle qui existe, elle existe pour de vrai, cette chapelle que je décris avec des anges, elle existe, c'est une chapelle qui est dans un village qui s'appelle Les Audères. Et bref, mais tout ça je le dis à personne, c'est dans ma voilà. Et puis un jour je parle de Derib. Je ne sais pas si ici vous connaissez Derib, c'est l'auteur, la bande dessinée de Yakari. Oui. Voilà. Et j'écris tout un truc, enfin un événement. Genre, là il y a vraiment juste, c'est juste énumérer ce qu'elle dit avec Camille quand ils sont enfants. Mais là j'avais vraiment raconté quelque chose que finalement j'ai essayé de pas laisser. Et puis mon mari rentre, tout ça, on papote, et il me dit ah ouais, hein, ça. Et puis je lui dis tu sais quoi, j'ai trouvé la chapelle que je cherchais, je vais parler de la chapelle des Audères. Il me dit ah ouais, elle est géniale, c'est Derib Beaupierre qui a peint cette chapelle. Et puis il voit que je fais tilt pop et il me dit tu sais pas qui c'est Derib Beaupierre? Je dis non, ça me dit quelque chose. Il me dit c'est le père de Derib. Et moi 3-4 heures plus tôt, j'avais écrit toute une histoire sur Derib. Donc là, je me dis, purée, là, c'était comme des petits cailloux, là, je suis sur le bon truc. Donc je suis montée plusieurs fois voir cette chapelle. J'ai demandé à quelqu'un qui est responsable du patrimoine de m'expliquer des choses. Tout ça, je ne l'utilise pas, mais c'est juste pour... Et puis, il y a un bistrot. Moi, j'avais choisi des métiers pour ne pas avoir trop à me documenter parce que je voulais que ce livre paraisse le plus vrai possible. Donc j'ai choisi des métiers que je connais très bien, où j'ai pas du tout besoin de me documenter. Voilà, mon mari est architecte, donc Camille est architecte, okay. Ça me simplifie à fond la vie, parce que sinon ça va me faire trop de trucs, je vais devoir chercher. Et mes beaux-parents... C'est la solution de facilité. Non mais c'est vraiment aussi bête que ça, quoi, en fait. Parce que je sortais quand même de 13 mois de désespoir, fallait que j'écrive, donc j'allais pas commencer à faire des recherches pendant 6 mois, quoi. Et donc, du coup, je mets ce métier et mes beaux-parents ont été bistrotiers toute leur vie. Et quand on va boire un verre dans la région, et en fait, je rentre dans ce bistrot, j'apprends, elle n'était pas veuve, ce bistrot avait été tenu par une femme. Marie Descollines. Marie Descollines, ce bistrot avait été tenu par une femme. Elle avait une sorte de bibliothèque, en tout cas, elle était comme ça, mais elle était mariée, et tout ça. Enfin, c'est pas du tout la même histoire. Mais moi, j'avais déjà créé le personnage, il existait déjà beaucoup. Et en plus, il y a cette phrase au plafond que je connaissais pas. Effectivement, cette phrase-là, je l'ai prise dans ce lieu. Donc là, pour moi, ça voulait dire qu'il y avait des messages que l'histoire pouvait tenir, quoi. Ouais. Donc le réel a... mais des trucs comme ça dans le livre, voilà, là c'est la première fois que j'en raconte autant, mais là, des histoires comme ça de l'extérieur qui sont venues toucher le livre. Pendant que j'écrivais, il y en a eu pour ce livre-là. Les petits cailloux. Tout le temps. Vous suivez les petits cailloux Là, j'avais même pas à suivre, quoi. C'était. Et est-ce que vous suivez aussi les obsessions? Parce que le livre, il est quand même...
j'ai encore envie de refaire le distinguo, je l'ai fait l'autre jour, pas hanté par la mort, mais habité par la mort, parce que... Ouais. Alors, c'est mon sujet principal, Ouais. voilà. Désolée, moi, ça fait... Non, il faut pas être... Non, désolé de mais ça. c'est vraiment, ça fait de... Enfin, voilà, quand on a habité, je sais pas... ici, moi, je connais vraiment pas la région, mais... je suppose, par exemple, des endroits où il y a des éléments, comme en Bretagne, enfin bref, où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu des marins. Donc nous, il y avait des montagnards, il y avait des guides, et on avait aussi autre chose, c'est que les routes sont des routes montagneuses, les boîtes de nuit sont en montagne, tout ça. Donc si vous voulez, moi, je sais pas, il y a des morts de jeunes, c'était pas toutes les semaines, j'exagère, mais pas loin. Donc la mort, après dans la famille, donc moi la mort ça a toujours, je pense que depuis que j'ai 5-6 ans, j'y pense plusieurs fois par jour, quoi. Donc ça je vais jamais, puis après si on veut relater des histoires, vous voyez, une histoire de vie, forcément, et puis pour moi la mort, je suis désolée, je suis pas désolée, mais je veux dire, je spoil rien du tout, quoi, on va tous y passer, hein. Donc je vois pas, on meurt, en fait ce qui compte c'est ce qui se passe entre deux, quoi. La mort c'est juste, donc c'est pas juste ça justement. Non, parce que finalement c'est pas juste ça, mais c'est tout ce que raconte, c'est tout ce que va raconter Rose, au moins dans la première partie. Voilà, c'est ça. Parce que alors là, Rose, toute la première partie, elle est vraiment habitée par énormément moi j'ai trouvé que vous restituiez très très bien toutes les sensations fines, les sensations de l'enfance, et le livre vraiment déborde de tout ça. Et il est parce qu'en fait je me demande si c'est pas, après je sais pas si c'est une histoire d'âge, je me souviens il y a vraiment plusieurs années, j'avais entendu une interview de Paul Auster que je cite, que j'ai cité dans sa préférée, et qui disait plus je vieillis, plus je pense à mon enfance. Alors je sais pas, mais en fait c'est assez difficile de se détacher complètement de son enfance, même si en tant que parent on a envie de se dire qu'on n'a pas fait, on n'est pas complètement responsable de ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est comme les lieux, quoi. Moi, j'aimerais bien, j'espère que je vais le faire, écrire à partir d'un autre lieu. Mais en fait, c'est quand même très difficile d'écrire à partir d'un autre lieu quand on a habité un certain lieu qui, en plus, est très impressionnant, très fort. Et après, je pense que si j'étais une citadine, si j'étais, je sais pas, ou si j'étais toulousaine ou lilloise, il y a quand même des choses qui sont un petit peu différentes. Après, pas les choses de la vie, mais les sensations, les souvenirs, ce qui nous a ancrés, tout ça, c'est assez important, je trouve. Et alors, parce que j'ai trouvé aussi que la manière, donc au travers des sensations que vous restituiez toutes ces années d'enfance, alors qui correspondent aussi en partie aux miennes, donc on s'y retrouve quand même de façon universelle. Et je m'arrête sur une des grand-mères qui dit on n'a pas étudié mais on a lu. Et c'est vrai que ça m'a alerté, parce que moi j'avais un peu le même truc aussi dans le Tarn chez mais oui, mes grands-parents c'était un peu comme ça aussi. Demain je vais à Pau chez Tonnet et j'ai lié des contacts avec lui depuis sa préférée, et quand il est en train de lire, il m'a envoyé un WhatsApp et il me dit tu me croiras ou pas. Et moi, ma mère disait exactement cette phrase, quoi. C'est incroyable. Ouais. Mais c'est les régions rurales, et encore, oui, je pense, c'est lié à la ruralité et aussi à l'époque. Ouais. Et nous, après, il y avait des choses, je ne sais pas comment c'était ici dans des villages plus petits. Moi, par exemple, la ville, qui est quand même la capitale du canton, on avait une bibliothèque, alors une super bibliothèque, maintenant on appelle ça une médiathèque, mais vraiment une bibliothèque très grande, tout ce que vous voulez. Mais la première librairie, c'était en 1984. Ah oui. Oui, mais ça vous le dit dans le roman, oui. Oui, donc si vous voulez, donc il fallait aller chercher chez le bouquiniste, aller les emprunter à la bibliothèque. Bien sûr qu'on peut moquer France Loisirs, mais je veux dire, dans les villages, c'était, on pouvait commander ses livres. C'était ça. C'était quand même une époque particulière. Ça veut pas dire que justement qu'ils avaient, ils lisaient quand même. Hein. Les encyclopédies, je veux dire, on avait les colporteurs, on avait des encyclopédies en cuir qu'il fallait à peine toucher pour pas les abîmer.
si vous voulez qu'on fasse un petit point, mais je pense qu'en France, la loi de 1981 sur le prêt unique, si vous voulez, elle est faite aussi. Enfin, le prêt unique est fait pour 81, et elle est faite quand on écoute Jack Lang, quand il présente la loi en fin juillet ou début août 81, la loi elle est pensée pour que justement le prêt unique favorise le foisonnement des points de vente, et notamment dans les campagnes. Et c'est quelque chose qui a été qui a véritablement fonctionné et qui fonctionne encore aujourd'hui. Parce que, oui, pour les livres, les points de vente. Livre. Alors effectivement, mon livre, il va être tel prix à la FNAC, et puis il est beaucoup plus cher en librairie, quoi. Oui, mais si vous voulez, mais ça, le fait que le prix soit unique, ça rend possible des toutes petits points de vente dans au fin fond des campagnes, et une diversité éditoriale qui est là aussi. Oui. Parce que autrement, il n'y aurait que Hachette ou les gros groupes qui seraient présents. Mais bon, c'est un aparté. Mais, pardon, pas m'empêcher. Non, on va revenir sur la longe. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la manière dont, même si c'est très intuitif de chez vous, dont c'est construit. Parce qu'il y a quelque chose dans la façon, ça m'a beaucoup interpellé, le fait que le livre soit à la première personne. Alors, il y a 3 parties en réalité. La première partie où Rose nous raconte toute son enfance, l'arrivée d'Anna et l'accident. Ensuite, il y a une petite partie d'une dizaine de pages qui s'appelle l'aparté. Et ensuite, la deuxième partie qui est celle où elle se réveille, elle est attachée dans ce chalet, et ça nous amène jusqu'à la fin. Et on reprend la première personne. L'aparté est écrit à la troisième personne, mais on en parle après. Il y a, dans cette manière de faire une rétrospective de sa vie, il y a tout un travail que j'ai trouvé, moi, pour le coup, vraiment sublime, de hors-champ. Puisque vous jouez sur une espèce d'effet de suspense qui n'en est pas un, puisqu'on sait dès le début ce qui est à l'œuvre, puisqu'en fait, il n'y a pas de suspense. On sait dès le début que cette petite gamine va mourir à l'âge de 8 ans, et qu'on comprend très bien qu'Anna nous parle depuis le lieu de son deuil et le temps de son deuil. Donc cet effet de hors-champ, je ne sais pas comment vous l'avez travaillé, je ne sais pas si ça a été conscient, mais pour vous l'imager, c'est exactement la même chose. Ça fonctionne de la même manière que les films d'Hitchcock. Hitchcock, il travaille comme ça. On voit d'abord la jeune femme qui a peur, on la voit crier, et ensuite la caméra se retourne et on voit pourquoi elle crie, pourquoi elle a peur. Ça fonctionne exactement comme ça. J'ai l'impression. Alors ouais, c'est drôle ce que vous dites, parce qu'en fait, moi, en tant que lectrice, je commence toujours par la fin. Non, mais je lis le début, mais il y en a vraiment. Alors là, maintenant, je sais qu'il y a vraiment ce type de lecteur. Je ne suis pas la seule. Jusqu'à présent, j'étais un petit peu seule dans mon entourage avec cette histoire, et notamment mon éditrice qui fait aussi ça. Parce qu'en fait, pour moi, c'est comme... ça n'a pas d'importance, quoi. En fait, ce qui a l'importance, c'est comme la vie, c'est ce qui se passe entre le début et la fin. Ouais. Et là, pour moi, donc c'est pour ça que je lis pas de polar, mais même avec les polars, je lis la fin, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est l'écriture, c'est ce qui se passe, c'est la manière dont ça va être amené. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de suspense dès le départ. Il y en a quand même un après sur comment elle va remonter des ténèbres, mais c'était pas voulu. Mais en fait, moi, je veux pas construire. Je veux pas construire des livres où on a l'impression de voir un tableau Excel. Parce que là, évidemment, comme c'est des parties, il faut vraiment que tout soit hyper naturel. Par exemple, le fait d'utiliser la troisième personne au moment de l'aparté. Si on a un peu, en général, à 55 ans comme j'ai, on a vécu quand même un ou deux trucs un petit peu difficiles. On sait très bien que quand on souffre beaucoup, en fait, on se voit souffrir, on se regarde. Donc pour moi, c'était absolument clair qu'à ce moment-là, elle est complètement... de toute façon, elle va pas s'en sortir, quoi. À ce moment-là, elle s'en sortira. Mais voilà, donc c'est des choses assez naturelles. C'est que vraiment, je suis à fond... j'essaye de ressentir ce que le personnage ressent sans jamais le juger, parce que je l'ai fait pour mon premier livre, par exemple. Il y a vraiment une scène où ça a été difficile pour moi de continuer à écrire.
jusqu'à ce que j'accepte que moi j'ai pas vécu ce que mon personnage avait vécu, donc voilà. Et donc voilà, c'est vraiment se mettre, et puis les choses se passent un peu d'elles-mêmes, quoi. Après, j'ai mes obsessions aussi d'écriture, comme les énumérations, voilà, oui. Comme les épithètes. Mais c'est génial parce qu'en fait, voilà, il faut quand on est journaliste ou quand on est à l'école ou étudiant, on doit écrire sujet, verbe, complément, blablabla. Là, c'est génial. En fait, j'ai pas besoin de mettre de verbe, je fais ce que je veux, je peux faire des monstres énumérations, je les coupe un petit peu parce qu'il faut qu'à l'oreille, après, parce qu'il y a beaucoup de relecture par contre, qu'à l'oreille ça passe, et c'est génial. Donc du coup, je peux écrire, enfin, il y a rien qui est figé, il y a rien qui est académique, quoi. Alors, l'autre effet de suspense, il est dans le fait que le lecteur ne comprend qu'à la fin de la première partie, donc vraiment après la moitié du livre, que du territoire d'où Rose parle, on est dans le territoire de la folie. C'est-à-dire qu'on finit la première partie où on est obligé de reconstruire tout ce qu'on a lu, à l'autre du fait qu'on comprend qu'elle a totalement dévissé, mais qu'elle nous parle quand même du moment où elle est partie vraiment... Oui, dans les ténèbres de la folie. Après, moi, ça, je sais, j'arrive pas vraiment à expliquer, mais même un psy pourrait pas expliquer. Enfin, il faudrait que le personnage lui-même s'analyse, parce que est-ce qu'elle a une génétique par rapport à sa mère ? C'est parce que non. Ah, vous vouliez pas que je dise ? Non, c'est pas ça. Vous faites le choix, vous romancière, d'écrire un personnage à la première personne qui se révèle être... Peut-être que vous ne voulez pas ou l'analyser, mais ce n'est pas une question de psychanalyse du personnage, c'est une question juste de comment la romancière, elle se dit, je vais construire ça de cette manière-là, à ce que le lecteur ne puisse pas comprendre que, en fait, quand elle commence à nous raconter cette histoire, parce que du coup, on remet tout en question en permanence. Mais en fait, si vous voulez, c'est tellement ancré, parce que par exemple, alors après, je pense que justement, c'est parce que j'ai vraiment des choses très ancrées, très profondes, des obsessions vraiment qui sont là. Par exemple, l'histoire qu'un autre personnage va intervenir presque vers la fin du livre. Moi, quand je commence la première page, je ne sais pas ça. Je sais pas. Je pensais à des histoires de littérature, mais pas du tout. Faire intervenir un personnage. Et quand assez vite, je sais, il y a quand même des choses que je sens arriver assez vite. Quand même, ça prend quand même quelques temps. Et en fait, la première page, j'écris que je lisais. Enfin, elle écrit, je lisais 2 livres par semaine. Gna, gna, gna. En fait, c'était. Enfin voilà, ça veut dire que le personnage, il est tellement construit. Au moment où moi je vois, c'est comme une personne, et après elle se raconte comme une amitié, j'apprends plein de petites choses, mais dès le départ, en fait, il y a ces histoires de lecture, mais parce que après, pour moi, c'est inenvisageable de vivre sans lire, quoi. Donc je le mets de manière assez inconsciente. On a l'impression que je suis une immense bécasse. Je trouve que le roman, on en parlait tout à l'heure, par exemple les essais et tout ça, moi si je lis un essai, je suis quand même obligée d'avoir un roman à côté, parce que je trouve que dans le roman, on peut se permettre de parler de la réalité, on peut dénoncer, tout est ouvert et en même temps c'est la vraie vie. Donc moi c'est vraiment quelque chose que j'aime, cette forme-là. Et c'est pas dénoncé de la même manière que si j'avais écrit un essai sur les violences intrafamiliales, je suis sûre que l'impact il aurait été moins fort qu'un plus roman. Intuitif. Oui, et puis les personnages sont là, moi je les vois, donc j'imagine que les lecteurs vont les voir aussi. Voilà. Alors ça, j'ai une question juste après qui va tourner autour de ça. Mais on va... vous acceptez de nous lire un petit chapitre, parce que je trouve que c'est important qu'on goûte la langue. Et je ne voulais pas qu'on lise le début. Donc j'ai proposé à Sarah de lire le début de la 3e partie. Donc Rose est partie dans la folie, elle a complètement dévissé, et son mari Camille va la faire sortir du lieu où ils habitent pour l'amener dans un autre lieu, et c'est là que on en parlera peut-être après, qu'il va l'attacher pour qu'elle ne puisse pas sortir, et pour entamer un début de thérapie ou un début de quelque chose d'autre.
Et c'est là qu'il va y avoir un déclencheur, mais on en parle juste après. Donc, voilà. C'était juste pour vous poser le cadre, parce que je trouve que c'est un chapitre qui articule beaucoup le passage du personnage. Les minutes longues, les heures infinies, le plafond, le volet, les jeux du soleil, la brise matinale, le vent du soir. Rien d'autre. Je me résigne, docile. Je somnole, me ranime par distraction en frappant le sol. Camille, les liens à nouveau, le bâillon. La mémoire se libère, les souvenirs pêle-mêle, les larmes retenues, l'estomac glougloute, toilette de chat avec une lavette et un saladier d'eau tiède, les besoins dans un bac à compost, un jerrycan d'eau pour me désaltérer. Un matin, Camille propose de donner du mou à la longe. Tu voudrais sortir pour prendre la lumière ? Marcher m'étourdit. Dehors, le ciel pommelé, la table en bois grisé qu'il avait fabriquée. Cana et moi avions enduit d'huile de lin. Avec la pulpe de mes doigts, je caresse, sous le plateau, l'acronyme constitué des 2 premières lettres de nos prénoms gravés par Camille à l'Opinel, Anroca, 08-2012, ma fille momifiée dans tout. J'avale lentement mon café, debout, face au gris des falaises, m'imprègne du jour, des ombres, du souffle qui chahute fleurs et herbes, des arbres, des mélèzes yeux si le gypaète qui niche à d'herborance planerait telle une chimère. Je ferme les yeux, aspire l'air matinal frais et neuf avant de rejoindre ma tanière. Je préfère l'enfermement. Il écourte la bride, dépose sur un linge, au sol, des pommes, des nectarines, des fruits secs, 6 œufs durs et des biscottes. 2 bacs fermés, un bidon d'eau supplémentaire, en plastique, trop mou pour que je brise quoi que ce soit pour m'échapper. Je dois partir pour une urgence au bureau, 2 ou 3 jours. Je suis désolée, il n'y aura aucune lumière. Il cadenasse la chambre, ferme à clé la porte d'entrée du Mayen. Le bruit des pneus sur la route empirée. La lumière décroît, pas de lampadaire, aucun éclairage. Je ne peux même pas me distraire des éclats luisants dans les chalets au loin. La vue de la fenêtre au volet entrouvert se heurte aux montagnes. La nuit totale, comme on ne la connaît pas en bas. Et dans le désert, comment est la nuit ? Il y aurait des étoiles ? Et la lune ? Ici, rien, rien que l'odeur de ma pisse. Je ne suis plus craintive comme enfant. La nuit, quand je me blottissais au moindre bruit contre le dos de grand-maman, mon petit sac à voyage, elle m'appelait. Plus rien de terrible ne peut m'arriver, je dors sans paix, mais je dors. Un bruit à peine masqué un après-midi plus tard. Quelqu'un manipule la serrure de la porte d'entrée. Un craquettement sur les planches du sol, respiration ralentie, je me fiche sur le lit. Rose ? Voix basse derrière la porte. Dans ma situation irréelle, dans ce délire fomenté par Camille, je ne suis même pas surprise par l'incursion d'une présence inconnue. Les pas, la porte, rien d'effrayant. Au contraire, une atmosphère onirique. La voix, avec un accent d'ailleurs, je ne sais d'où, propose que nous passions un moment toutes les 2. La femme, c'en est une, remue une chaise, s'installe derrière la porte de ma chambre fermée par Camille. On ne se voit pas, on ne se présente pas, le silence plein, amical entre nous. Les livres, le père les trouvait dans les trains de banlieue. Il les trouvait aussi séparés des poubelles, comme offerts après les décès ou les déménagements. Pour moi, à cet instant-là, coupé du monde depuis plusieurs semaines, dans les abîmes du tourment depuis bientôt 3 ans, cloîtré dans cette chambre boisée, aucune distraction que la divagation de mon esprit, que l'observation du changement de lumière ou de la météo, la voix à travers la porte se glisse en moi. Je suis hypnotisée, anesthésiée par sa tessiture. Elle m'emballe et me protège. Ce ton, cette diction ni théâtrale ni surjouée, parfaite, si parfaite, tendre, si tendre, étendue sur le flanc, le duvet jusqu'à la taille, la pluie d'été, par la voix de l'inconnu, jusqu'à oublier durant le temps de la lecture le reste, tout le reste. Merci beaucoup. Je me suis posé la question, parce que c'est vrai que les vertus thérapeutiques de l'enfermement, ça peut être sujet à discussion. Oui. Hein, on sait comment pendant les siècles, les femmes
ont été considérés psychiatriquement. Mais Alors, chez nous, c'est interdit, et depuis très longtemps. Ah ouais. Parce que, tout au début de la parution de La Longe, il y a eu un article dans Le Monde sur justement l'enfermement en psychiatrie ici en France, où ça se passe encore. Alors là, chez nous, alors je dis pas que ça se passe pas, mais en tout cas, c'est interdit depuis longtemps. Mais bon, du coup, j'ai quand même réfléchi à cette réaction de Camille et je crois avoir trouvé la réponse au travers de la citation que vous faites, qui à ce moment-là est une citation de Duras. Et je me suis dit, mais oui, peut-être c'est quand même un moment très durassien. Moi, je vous ai dit, voilà. Merci pour le compliment, mais il faut dire que j'ai relu tout Duras ces 3 dernières années. J'avais envie de relire. C'était non plus là, c'était pas. En tout cas, c'est pas à dessein. Ouais. Après, voilà, on peut pas parler de ses influences évidemment. Non, mais j'avais quand même cette question de comment la littérature, et vous avez déjà en partie répondu, mais comment la littérature vous nourrit, parce que c'est ça l'enjeu qu'il y a dans cette dernière partie, c'est que et on s'arrêtera après, on dira plus rien de l'histoire, mais cette personne dans le noir vient et lit à voix haute des textes de littérature. Il y aura du Pessoa, il y aura du Fante, il y aura de Charlotte Delbo. Charlotte Delbo, mais on va y venir à Charlotte Delbo parce que c'est un moment qui a été. Moi, j'ai passé quasiment toute la semaine à réfléchir à cette citation de Delbo. Voilà. Et le désenténèbrement, en fait, vient passe par la littérature. Alors moi, je me suis dit que forcément, dans votre vie, c'est que les lectures des autres vous accompagnent aussi dans l'écriture. Ah, alors, oui et non, mais en fait, moi, j'écris pas, je suis une plus grande lectrice qu'écrivain, donc effectivement, ça m'accompagne, mais là, c'était surtout, elle était complètement enfermée dans sa douleur depuis 3 ans, c'est-à-dire qu'elle est convaincue c'est oui, plus que ça même, elle a le monopole de la douleur, c'est elle qui souffre le plus, personne peut comprendre ce qu'elle a vécu, enfin vraiment, elle ressasse comme ça, alors évidemment, perdre un enfant... c'est quelque chose de douloureux, mais en fait, avec la lecture, elle va renouer avec ce qu'elle était, puisque la lecture comptait beaucoup pour elle. Déjà, il y a une autre scène où elle va chercher des réponses dans les livres, et notamment dans celui de l'intranquillité de Pessoa. Et voilà, elle a vraiment tout un rapport avec la lecture, avec sa grand-mère. Enfin voilà, c'était plein de liens, et elle était coupée de qui elle était. Et le fait de renouer avec la lecture, et notamment le choix de lecture de la voix, de la personne qui lit, c'est des choix pensés par la personne, donc qui vont gentiment, là elle lit Duras parce qu'elle adore Duras, Charlotte Delbo c'est vraiment à dessein qu'elle lit Charlotte Delbo, et puis là ça va la faire réagir et se dire mais mon Dieu, je suis vraiment pas je suis pas la seule au monde et même réaliser ce qu'elle avait pas vu, c'est-à-dire que sa grand-mère avait perdu sa fille. Oui, c'est ça. Ben oui. Et ça, en fait, moi-même, quand j'écrivais, je faisais pas le lien comme ça, quoi. Parce que la longe, elle est aussi extrêmement symbolique. Bien sûr. Oui. Peut-être même avant tout, elle est symbolique. Parce que c'est ce qui la relie aussi à cette généalogie de femmes. Oui, exactement. À tout rentrer. Enfin, c'est vraiment un lien, et c'est pas une laisse, quoi. C'était assez important que ce soit quelque chose. Après, ça peut être pire. À un moment donné, effectivement, j'ai pensé à une horde de féministes, mais bon, il n'y a pas des hordes de féministes qui lisent mes livres, mais parce que c'est aussi un peu, on sait pas. Mais oui, mais non, mais je suis allée dans des librairies féministes, on n'a même pas parlé de la longe, parce qu'en fait, c'est pas ce qui compte. Parce que moi, je m'étais dit, voilà, les femmes plus jeunes et tout ça, et que je soutiens, et moi-même, je suis féministe, mais tout à coup, la longe, c'est aussi éducatif, donc c'est un homme. Enfin voilà, j'avais un petit peu peur de ce genre de questions, mais non, ça a passé. Alors, je vais vous lire les quelques lignes de Charlotte Delbo. Je précise aussi que la semaine prochaine, on a une magnifique rencontre, enfin magnifique, je ne sais pas, mais j'espère qu'elle sera magnifique, avec Ghislaine Dunant, qui avait écrit la biographie de Charlotte Delbo et qui viendra nous parler du 4e volume qui vient de sortir, là, que Minuit a fait paraître, avec les poèmes de Charlotte Delbo. Et donc Charlotte Delbo écrit:
Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce que j'ai écrit soit vrai. Je suis sûr que c'est véridique. Il y a les gens qui arrivent, ils cherchent des yeux dans la foule de ceux qui attendent, ceux qui les attendent. Mais il y a une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux-là qui partent. Une gare où ceux qui arrivent ne sont jamais arrivés, où ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. C'est la plus grande gare du monde. Alors je vous disais, vraiment, je trouve que là, en fait, là, les choses viennent se nouer et se dénouer. Elles viennent se nouer, elles viennent se dénouer sur la question du vrai et du véridique, parce que les choses sont vraies, c'est une idée abstraite. Elles deviennent véridiques à partir du moment où elles passent au travers du langage. Et c'est finalement, je me suis dit, putain, mais effectivement, c'est pour ça que Rose, elle raconte à la première personne son histoire. Oui, parce que là, c'est pas un roman. Oui, bien sûr. Mais enfin, bon, voilà, cette phrase. Enfin, voilà, moi, je. Ah ouais, elle est d'une puissance. Pas que cette phrase. Ce livre, moi qui suis vraiment plutôt une lectrice très gourmande, donc je lis vite et tout ça. Là, ce livre-là, enfin, c'est vraiment. Enfin, c'est tellement fort, c'est tellement beau que c'est difficile de le lire vite. On peut pas. Enfin, Après, effectivement, j'ai eu un moment de doute. Ça, j'en ai parlé à mon éditrice. De honte. Enfin, j'avais peur que les gens. Est-ce que je pouvais comparer la mort d'Anna avec la Shoah, quoi. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas indécent tout à coup de faire cette comparaison? Mais en même temps, non, parce que c'est super humain de se rendre compte qu'il y en a d'autres qui souffrent plus et tout ça. Et ça là. Donc voilà. Et c'est ce que moi j'ai ressenti d'une manière. Enfin, je sais pas si c'est comme si Rose avait été une amie. Si je la voyais, c'est difficile de donner ce genre de livre à quelqu'un qui a perdu un enfant, mais au moment où de toute façon, elle dévissait, comme vous dites, elle allait très très mal finir. Donc c'était une manière pour elle de. Enfin, en tout cas, à une amie, je ne sais pas si j'aurais pu le faire, mais je me dis que dans l'état où elle était, c'était foutu pour foutu, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on peut faire un électrochoc à quelqu'un, et je crois que par la littérature, on arrive à avoir des vrais électrochocs. Parce que cette histoire de gare, malgré tout, là où ça vient dénouer, c'est qu'effectivement, ça met en relation la gare avec les camps de concentration et les millions de juifs que les nazis ont tués. C'est une chose, mais ça replace aussi et Sarah et Anna dans la gare de leur... Rose. Et Rose. Oui. Mais bon, en fait, alors je vais vous le dire, j'ai un problème depuis le début avec le fait qu'elle s'appelle Rose, parce que ma fille s'appelle Rose. Ah, mais c'est donc, c'est un livre que j'ai eu beaucoup de mal au début à me dire, merde, une histoire d'enfant qui meurt avec un personnage qui s'appelle Rose, ça m'a... Non, mais vous n'y êtes pour rien. Elle est super. Hein. Ouais, elle est super. Mais alors justement, mais ça va nous amener à un autre angle mort que j'ai pas voulu voir pendant, puisque le livre, je l'ai lu quand même la première fois, c'était en janvier. Donc j'ai bien voulu ne pas voir les choses et je me suis pas souvenu de tout le travail de Philippe Forest autour de ça, parce que ce sont des livres qui sont parus où il relatait ça vraiment très frontalement au moment où moi j'étais jeune papa. Donc c'est des livres que je ne pouvais pas lire in extenso. Et alors j'ai ramené, parce que du coup j'ai attendu jusqu'à hier soir pour me souvenir que dans la bibliothèque j'avais Tous les enfants sauf un, qui est un livre qui paraît en 2007. Et Tous les enfants sauf un. Ah, tous les enfants sauf un. Ah. Et il y a cette phrase de Forest sur cette question du deuil impossible. Alors, et je crois que vous en avez déjà pas mal parlé. Mais je vais vous lire la petite phrase, les quelques lignes de Forest. L'humanité se construit ainsi dans la dénégation du cadavre auquel elle conduit pourtant, ça vous nous en avez parlé. Elle s'arrache à la nuit noire de l'animalité pour élaborer la fiction positive et rassurante d'un monde d'où se trouve proscrit le scandale de ce qui la menace. Pourtant, la nostalgie du néant la laisse sans repos. Elle l'appelle en arrière afin de lui rappeler l'obscurité dont elle est sortie et à laquelle mystérieusement elle se doit, car être humain suppose à la fois de s'extirper du néant et de lui rester interminablement fidèle, comme si c'était dans la profondeur conjurée de la nuit que chacun de nous devait trouver le gage extrême de toute vérité. Alors là, en fait, c'est sa posture à lui aussi, parce que ça fait des années qu'il écrit là-dessus.
Parce qu'on pourrait dire à un moment donné, on a fait son deuil et tout, mais en fait lui, moi je l'ai rencontré la grande librairie. Effectivement, il est toujours. C'est super beau. Bon, oui. Après, mais lui, parce qu'il y a d'autres moments où il évoque le fait que le deuil soit impossible. Et au fond, c'est ça qui va se métamorphoser chez Rose. C'est que elle va accepter que le deuil soit impossible et continuer de vivre. Parce que, et il le dit dans un autre moment, Forrest, dans le livre, il dit, de toute façon, c'est soit ça, soit on se fout en l'air. Oui, c'est clair. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors après, effectivement, elle s'en remet pas, mais il y aura toujours ces traces qui feront que c'est terrible, elle continuera. Et ça, je le sais vite, avec son tempérament lumineux. Les roses sont lumineuses, c'est ça que je voulais dire. Oui. Alors, c'est ce qu'il dit. Voilà. Et après, j'arrête avec Forrest, parce que c'est pas non plus Forrest. Donc, il n'y a pas de symétrie des sexes. Devant la mort de l'enfant qu'ils ont eu ensemble, un homme et une femme, chacun se tient de son côté. Et cette dissymétrie fait que, dans le même couple, même dans le couple le plus uni, il y a comme un seuil au-delà duquel il n'est plus tout à fait possible de dire nous. L'épreuve rapproche et éloigne aussi, elle renvoie chacun à la singularité de son sexe, à la fatalité de son tempérament, et peut-être davantage encore à l'attitude qu'il choisit de prendre alors devant le monde et dont il décide souverainement seul. Et je crois que c'est ça aussi qu'ils apprennent chez vous. Oui, alors effectivement la solitude, mais là Camille, il a quand même, moi je l'ai trouvé quand même assez, il va jusqu'à s'oublier pour essayer, c'est un ultime essai pour vraiment tenter encore de la sortir de ses ténèbres jusqu'à s'oublier lui aussi en fait. Mais effectivement, il y a comme vous venez de lire, il y a vraiment cette solitude des deux quoi, séparés. Oui, et alors, donc ça m'amène à un autre point que j'ai trouvé très, très fort et très bouleversant. Je parlais tout à l'heure du travail des sensations. C'est tout ce qui a trait à la musique, qui est quand même très importante, qui revient très souvent avec des petits gimmicks qui reviennent. Vous avez mis à la fin, il y a les musiques qui sont citées. Anthony and the Johnson, avec cette voix incroyable qu'il peut avoir Anthony, Johnny Cash, ouais. Non, non, mais pourquoi vous dites Johnny Cash Radiohead, Spiritualized, et c'était Neil Young. Voilà. Alors comment on travaille avec la musique Mais il n'y avait pas que la musique, il y a eu plein de petites choses. Alors après, il y a des choses qui étaient vraiment typiquement de chez moi, où c'était vraiment pas pour faire du folklorisme, mais comme j'avais très envie d'ancrer avec le réel, comme on en a déjà parlé, par exemple, il y a un moment donné, il y a le nom d'une boisson qui n'existe pas ici, mais qui existait que à cette époque-là. Je voulais vraiment, j'ai quand même dû vérifier, mais j'ai essayé de le faire avec ma mémoire, et la musique, c'était pareil en fait. Il y a vraiment des moments dans la vie, moi en tout cas j'écoute beaucoup moins de musique que quand j'étais jeune, et puis ça vraiment, il suffit de penser à une musique, on est tous pareils, et puis paf, ça nous transporte immédiatement à un moment particulier si cette musique a compté. Donc vraiment c'était pour comme les livres, quoi, en fait. Je dis pas que c'est la même chose, mais je pense que ça peut faire vraiment, ça a certains effets, j'irai pas, on s'en fout, pas thérapeutique, c'est pas ça que je veux dire, mais ça a un effet, ça peut être consolateur, ça peut raviver, des souvenirs, et en même temps, moi, ça me permet, en tant qu'écrivain, de situer vraiment très clairement une époque. Mais alors, oui, et en plus, j'ai pas honte, je cite même Barry White. Ouais, ça c'est la blague. Mais pardonnez-moi, mais il y a quelque chose qui fonctionne différemment avec les citations, parce qu'on peut effectivement aller après chercher Charlotte Delbo si on l'a chez soi, Pessoa si on l'a chez soi, et si on l'a pas, il faudra attendre. Alors que pour les musiques. Oui, aujourd'hui. Et oui, non, mais aujourd'hui, mais le livre, on le lit aujourd'hui. Et moi, je peux vous dire qu'il y avait des chansons que Neil Young, je ne la connaissais pas, Spiritualized, je ne connaissais pas, et de lire ou de relire, de revenir sur les passages avec la musique à ce moment-là. Je peux dire, quand vous écrivez que les 7 minutes, que l'éternité dure 7 minutes 50, alors évidemment, ça renvoie à un passé intime. Mais vous trouvez une façon de rehausser complètement notre lecture.
Mais il y a aussi une histoire, je me suis posé la question après, parce qu'en plus j'écris vraiment dans le silence total, mais vraiment total. C'est-à-dire que c'est même pas quelqu'un de loin, la solitude complète, s'il y a quelqu'un dans la même pièce, c'est pas possible. Et en fait, c'est comme un film. Enfin, je trouve que dans les films, la musique, elle est aussi assez importante. Et puis, voilà, j'avais besoin d'accompagner les moments qui étaient très cinématographiques pour moi, parce que c'est de cette manière-là que j'écris. C'est vraiment, je vois la scène se dérouler et j'écris ce qui se passe. Enfin, j'imagine comme plein de monde, mais voilà. Et pour la musique, c'était la même chose. Et effectivement, là... c'est cette musique qui dure en plus aucune a alors ça j'ai par exemple aucune a signifie quelque chose d'important pour moi, c'est-à-dire que c'est oui, pour vous voilà, je voulais pas faire des mélanges, c'est pas pour moi non pour moi en tant que personne, oui. Voilà, ça marque une époque, c'est quand même mes goûts, ce que j'ai écouté à une époque, mais c'est pas quelque chose qui ravive un souvenir. J'aurais pas voulu ça. C'est vraiment ce qui appartient à l'histoire de Rose et de Camille. Et effectivement, j'ai quand même, j'ai beaucoup mis le casque et écouté pour me mettre quand j'écrivais et tout. Puis je trouvais que ça, voilà. Alors il y a aussi des petits cailloux, parce que entre la citation de Bertrand Belin. Oui. Sur le serpent et l'oiseau, Anthony Johnson, être un oiseau. Oui. Il y a plein de petits cailloux qui nous ramènent sans cesse aussi à ces motifs musicaux. Musicaux, de nature, d'évidence, parce que cette phrase, ce bout, cette citation d'une des chansons de Bertrand Belin, voilà, c'est tellement clair. Je voudrais être un oiseau, et voilà. Mais c'était même pas fait exprès. C'est ça le pire. Ah, oui. C'est que vraiment, Anthony Johnson, moi, je suis une grande fan, mais pas spécialement cette chanson. Mais là, c'était vraiment pour accompagner ce moment de douleur. Voilà, je trouve que cette voix et tout ça. Il a la voix parfaite pour. Quoi. Et effectivement, il y a ce lien, mais aussi avec la nature, parce que c'est quelque chose qui... voilà, aussi quand on a souffert, en fait, ce qui est le cas de Rose, en fait, le passage que vous m'avez demandé de lire tout à l'heure, elle voit elle a plus aucune attache avec l'extérieur, si ce n'est les nuances avec la nature. Donc effectivement, voilà, ces histoires de nature, c'est quelque chose qui compte, quoi. Merci. Bonsoir. Vous dites que vous êtes journaliste et écrivaine aussi. Et comment est-ce que vous avez eu ce point de bascule de l'écriture journalistique à l'écriture de romans? Alors, vous dites que vous avez beaucoup écrit d'ouvrages avant. Ça veut dire que c'est une... Oui, c'est vraiment, j'écrivais avant d'être journaliste, ouais. En fait, j'ai toujours fait ça, écrire des histoires, inventer des choses depuis vraiment petite, quoi. C'était vraiment écrire comme lire, c'est des choses importantes, quoi. Mais c'est pas le journaliste qui a amené à l'écriture. C'est plutôt l'envie d'écrire qui m'a amené au journalisme. Et pardon, mais vous avez dit que vous avez détruit beaucoup de textes. Enfin, ça fait écho à pas mal de choses dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ont détruit des écrits. Alors, c'était souvent des journaux personnels, des écrits, plus intimes. Et donc, je trouve que ça fait un peu écho à ce geste courant qui fait qu'il nous manque beaucoup de textes. Et qu'est-ce qui fait que pour vous, il y a eu cette nécessité de détruire ces textes? En fait, c'était en rapport avec la question tout à l'heure sur la mort. C'est que j'avais juste pas envie que si je mourais, quelqu'un trouve mes textes. C'est bête, c'était vraiment ça, parce que quand on vide les maisons, parfois c'est pas très délicat, et moi chez moi, c'est vraiment, personne n'a jamais osé ouvrir l'endroit, jamais, même mes enfants petits, ils ont jamais fait ça. Et puis je me suis dit, mais si je meurs, voilà, je veux que personne lise. C'est pour ça que j'ai détruit. Pardon ? Vous n'avez jamais regretté? Alors, j'ai pas regretté tout de suite. Là, je me suis dit... Et puis aussi, pour moi, par curiosité, j'aimerais bien... mais il y en a...
Ouais, il y en a 2 que j'aimerais bien. Enfin voilà, parce que j'étais beaucoup plus jeune quand j'ai écrit. J'aimerais bien les avoir, mais c'est comme ça, c'est impossible de les retrouver. Mais bon, voilà. C'est aussi, voilà, ça donne l'impulsion d'écrire, de continuer à écrire. En fait, l'impulsion, plus que l'impulsion. Enfin, vraiment, ça nourrit le feu pour continuer à écrire. Le feu qui permet de consommer les livres. Mais ça serait écrit, un livre. Mais non, parce que je pense, ouais, je sais pas, non. Enfin, en tout cas, moi, même les articles, vraiment, je recommençais à zéro. Mais ça aussi, vous avez tout brûlé, tout ce que vous aviez écrit comme non, ça, quand même, non, ça c'était différent. Non, ça, j'ai pas honte, ça a été publié et tout ça. Là, j'avais peur que ces écrits, voilà, il y a aussi beaucoup d'intimité. Mais non, moi, je trouve que c'est plus difficile de réécrire que de recommencer à zéro, en fait. Oui. Parce que ça c'est vraiment trop faire du neuf avec du vieux, c'est pas, ça va pour les meubles. et question, un peu convenue, mais la Longis s'écrit d'un seul tenant. Il n'y a pas de réagencement, de réarticulation. Ah oui, bien sûr, il y a oui, tout à fait, oui, il y a du travail, mais je veux dire, ça a été vraiment une écriture complètement, c'était vraiment des chouettes moments, mais les personnages étaient suffisamment forts. En fait, c'est ça ce que j'ai dit, c'est vraiment ce que j'ai appris, c'est quand les personnages sont forts comme pour sa préférée Jeanne, en fait, ça, je dis pas que ça suffit, mais quand même, quoi. En fait, on est porté aussi par les tempéraments comme des personnes. C'est ce que j'ai dit. C'est pas des personnages, quoi. Pour moi, enfin, je suis pas complètement. J'ai pas dévissé. À vous entendre, il y a qu'à se laisser aller, en fait. On a une idée de personnage, il y a qu'à se laisser aller. Si c'était ça, c'est tellement fort. Les choses. Une autre intervention ? D'accord, très bien. Alors, vous écrivez des textes très durs, et je me demandais si, en écrivant justement ces textes durs, difficiles, est-ce que vous arrivez quand même à garder votre côté enjoué et oui, ou ça impacte quand même au quotidien, ça peut impacter. Alors non, pour sa préférée, ça a été assez difficile parce qu'en fait, voilà, cette fin. Mon éditrice est arrivée. Donc, en fait, quand j'ai donné mon premier manuscrit à mon éditrice, la fin était vraiment très abrupte. Il y avait une page de plus. Et voilà, avec toute une discussion, elle a suggéré d'enlever cette dernière page où c'était vraiment très abrupt et de laisser plus ouvert. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est ouvert la fin. Et voilà, c'est une super intervention de Sabine Vespizer. Mais là, par exemple, ça a été difficile vraiment de la laisser parce que voilà, moi j'avais décidé qu'elle mourrait, donc c'était assez pas simple. Mais sinon non. Moi il y a juste un moment donné dans l'écriture où selon pas vers la fin, mais quand c'est trop présent, en fait, c'est difficile de continuer à avoir une vie de famille et vraiment de sortir. Ça met pas de la tristesse, en fait. Non. Pour répondre peut-être différemment, je reprends la phrase le vers d'Horace. Tu es d'une espèce qui aime la lumière et déteste la nuit et les ténèbres. Et c'est un livre c'est un livre de rédemption. C'est un livre qui va vers ça. C'est un livre dur. C'est un personnage qui arrive des choses. Mais comme à nous tous. Moi, je vois vraiment. Je vous dis, quand on m'a posé la question, c'est un livre sur la mort d'un enfant, ça m'a surprise parce que c'était pas ça. C'est l'histoire de Rose, quoi, avec tout ce qui peut arriver à beaucoup de monde, qui peut arriver dans la vie, quoi. Désolée, oui. Et comment la littérature est rédemptrice aussi. Comment la littérature porte en elle le pouvoir de passer au-delà de. Après, ce deuil. Ça peut être une catharsis, c'est pas mon cas, en tout cas pas pour ce livre-là. Moi, j'ai pas perdu d'enfant, c'est pas du tout mon histoire, mais ça pourrait aussi, moi, je trouvais pas la tristesse parce que je trouve pour moi, elle était tellement lumineuse quand je l'ai vue et vous avez. Ouais. Ah, le côté sombre.
Moi, je reviens sur Philippe Forest. Quand, en réalité, il fait un premier livre, il le dit dans celui-là, il fait un premier livre qui s'appelle L'Enfant éternel. Et après L'Enfant éternel, il trouve qu'il a été... il est allé trop dans le lyrisme, trop dans quelque chose. Et donc, il raconte toute cette histoire-là d'un point de vue totalement clinique. Et c'est... je ne sais plus comment... pardon, excusez-moi, je ne connais pas mon... c'est Toute la nuit. Ensuite, il fait ça, Tous les enfants sauf un, qu'il annonce comme un essai, pas comme un roman. Et après, le dernier du cycle, véritablement, qui parle frontalement de ça, c'est Sarinagara, où il raconte comment il est parti au Japon, parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait qu'à un moment, il faut sortir de son lieu de vie pour entamer ne serait-ce qu'un début de deuil, de ce travail de deuil impossible. C'est ce que fait... Mais ça, vous l'avez fait entièrement. C'est totalement intuitif ou vous êtes allé quand même renseigner sur... vous avez lu des trucs sur... Sur la mort. Ouais, non, pas sur la mort, mais sur les travails de deuil. Parce que. Ah oui, oui. Enfin, je veux dire, je me suis pas renseignée spécifiquement pour ce livre-là, mais en fait, c'est quelque chose aussi de mon empathie, ce que les gens m'ont raconté, ce que moi-même j'ai vu. Enfin, ça mélange tout ça. Non, j'ai pas. Les recherches qu'il y a eu, c'était vraiment par rapport. J'avais vraiment pas mal de vérifications par rapport à la nature, parce que les deux lieux dont je parle, mais en fait, bon, ça vraiment, le lecteur s'en rend pas compte, mais les deux parties sont différentes parce qu'elles sont pas du même côté de la vallée du Rhône, donc il fallait que je vérifie certaines choses par rapport aux insectes, les lieux. Je suis retournée sur place les voir. Celui où elle est enfermée dans le chalet. En fait, je l'avais. C'est un endroit qui je savais qu'un jour je l'utiliserais pour implanter un lieu, enfin voilà, pour l'utiliser dans un roman. Donc je suis remontée à plusieurs reprises les voir. Donc c'était plutôt les lieux, puis m'imprégner un peu comme ça. Mais sinon, en tout cas, pas sur le deuil. Mais bon, comme je vous dis, c'est vraiment mon sujet préféré depuis que je suis enfant, le deuil. Donc, enfin, la mort. Donc je cherche pas. Je veux pas faire des trucs comme ça psychologiques. J'essaie de retrouver parce qu'il y a un moment où vous utilisez un mot, parce qu'il n'y a pas de mot en fait pour dire. Il n'y a pas de mot dans la langue française pour dire ce que c'est que de perdre un enfant. Oui, on n'est pas veuf, voilà, orphelin. Il n'y a pas de mot, mais vous en trouvez un. Je crois que j'ai été désenfanté. Les désenfantés. Quelque chose. Oui, effectivement, je l'ai inventé. Ben c'est pas mal. Ouais. Enfin, oui, il joue bien son rôle. Ben, on va peut-être s'arrêter là s'il n'y a pas d'autres... Non, bon. Sarah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Le roman La Longe est publié chez Sabine Vespizer Éditions. Vous venez d'entendre son autrice, Sarah Jolien-Fardel, lors d'une rencontre enregistrée vendredi 4 avril 2025 à la librairie Ombre Blanche et réalisée et mise en onde par Radio avec Radio Plus et Radio Terre.